Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le Jooms Podcast, je suis Valérie Djoumessi, j'ai 30 ans et je suis la directrice artistique de Upgrade Agency. Je suis également coach et je suis accompagnée de ma sœur Liliane. Bonjour, je suis Liliane Djoumessi, j'ai 37 ans et je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Je suis la directrice administrative et financière de Upgrade Agency et je suis également coach certifiée. Bonjour, je suis Élise Djoumessi, j'ai 62 ans, je suis maman de 5 enfants. Je suis chef de cuisine chez Upgrade Agency. Hey, moi c'est Clémence, j'ai 22 ans, je suis DJ, sound designer et chanteuse chez Upgrade Agency. Bonjour, je m'appelle Sandra Djoumessi, j'ai 40 ans et je suis maman de 3 enfants. Je suis CEO d'Upgrade Agency, je suis également coach et formatrice certifiée. Il y a 9 ans, on a créé Upgrade Agency. Upgrade Agency, c'est une agence d'événementiel qui propose des événements pour les entreprises et pour les particuliers. On travaille partout dans le monde, où vous voulez, quand vous voulez, si vous avez le budget. Et en 2019, on a lancé les Jooms Podcast. Un podcast familial rythmé par 4 sœurs et moi-même la maman. Nous allons explorer avec vous toutes les facettes de la vie, l'art, la beauté, la mode, la féminité, le sport, l'entrepreneuriat, la famille. Le Jooms Podcast, c'est une conversation intergénérationnelle qui sortira tous les mardis, chaque semaine, alors on compte sur vous. Bienvenue dans le Jooms Podcast! Hello à tous et bienvenue dans le nouvel épisode des Jooms Podcast. J'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mes sœurs qui sont un peu dissipées, sauf Sandra qui dort, Maïli qui tousse quand on parle. Tout va bien. Les filles, comment est-ce que vous allez? On va bien, on va bien. Yeah. Ok, cool. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et on espère que ça va vous toucher, que ça va résonner chez vous et pourquoi pas vous donner des pistes de réflexion par rapport à vos propres mots peut-être familiaux, vos propres dynamiques familiales. On va parler de transgénérationnalité, d'arbre généalogique et d'épigénétique. Voilà, 3 gros mots comme ça, mais on va vous les expliquer un peu plus en détail pour que vous sachiez de quoi il s'agit et que vous soyez pas paumés pendant ce podcast, parce qu'on le fait pour vous. Hein ? La transgénérationnalité, est-ce qu'il y en a une qui se sent chaude de l'expliquer Ouais, Sandra ? Ouais. Chaude, là. J'ai fait comme ça, ma sœur. Yeah, J'ai fait la passe. mais on était 2 contre 1, sorry. Ok, alors la transgénérationnalité, de ce que j'ai compris, parce qu'au début je ne comprenais absolument rien à ce truc, d'ailleurs je suis tombée sur ce terme je ne sais plus comment, par hasard, mais pour moi elle se fait à plusieurs niveaux. Il y a le patrimoine génétique, donc ça c'est vraiment, sans rentrer dans les détails, mais la maman qui donne des chromosomes, le papa qui donne des chromosomes, vous savez la maman elle a XX, le papa XY, c'est-à-dire que le papa détermine le sexe de l'enfant, oui, si vous ne savez pas, je vous le dis maintenant. Et donc du coup, vous avez l'ADN qui se crée au moment de cette fécondation incroyable, la création de vos cellules à l'infini, blablabla. Bon. Et là, vous héritez du patrimoine génétique de votre papa, du patrimoine génétique de votre maman, qui eux-mêmes avaient hérité de patrimoine génétique avant vous. Donc ça, c'est la première chose, c'est purement scientifique. Ensuite, et là, pour le coup, il y a beaucoup d'études qui sont en train de se faire là-dessus, parce qu'il y a un vrai questionnement sur l'impact de ça sur les humains. Et c'est toute cette partie traumatique, expérience de vie, qui se transmet, émotionnelle aussi, et qui se transmet du coup au moment de la création d'un humain. Et donc là, pareil, on vient avec des patrimoines, l'histoire de nos parents, de manière respective, qui viennent fusionner comme ça dans notre être. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce que en tout cas, je crois que c'est ça l'objet du podcast, Valérie. Mais l'idée, c'était de de parler de ces traumatismes et de comprendre comment ils impactent nos vies. Et comme, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est pas quelque chose qui est scientifiquement prouvé, même si aujourd'hui il y a des recherches et les gens savent pas, c'est quand même compliqué la génétique. Mais aujourd'hui, c'est quand même difficile de dire, ok, alors il y a 3 générations en avant, ton grand-père ou ta grand-mère a fait ça, et donc du coup ça a un impact aujourd'hui sur ce que tu fais. C'est quand même weird. C'est quand même weird, mais pourtant c'est bien vrai. Et en effet, il y a quand même une partie de la biologie, l'épigénétique, qui explique que les gènes et l'ADN sont modifiés par notre environnement. Donc ça, c'est en fait, on peut faire un parallèle entre la transgénérationnalité et l'épigénétique. C'est comme si à droite, vous aviez le côté un peu plus rationnel, donc qui va plaire à votre néocortex, la partie la plus jeune de votre cerveau.
parce que c'est très rationnel, on vous dit voilà, gène A est modifié, et ensuite il y a le transgénérationnel où on est un peu plus, on flotte un peu plus dans les airs. Il y a une partie de la psychologie qui s'appelle la psychogénéalogie, qui fait un travail justement pour libérer de certaines mémoires traumatiques ancestrales. Et ce travail a été fait par une dame parce que elle a été survivante de la Shoah. Et donc, bien évidemment, face à un traumatisme aussi fort que la Shoah, ça laisse des séquelles dans les comportements quotidiens des personnes qui ont eu la chance ou pas, je sais pas, ça c'est un jugement de valeur, mais de survivre. Donc, si ça se passe par exemple avec la Shoah, ça se passe également avec d'autres éléments traumatiques qui peuvent arriver dans une vie. Donc, ça peut être des génocides, ça peut être des conflits, des guerres, ça peut être des actes terroristes, ça peut être des catastrophes naturelles, et puis après, ça peut être juste des choses de tous les jours, telles que de la violence conjugale, de l'inceste, du viol, du vol. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses quand même qu'on se passe et qui sont liées à des traumatismes ou des émotions qui ne sont pas traitées ou processées dans une famille et qui sont ensuite conservées en secret. Et ensuite, ce petit secret se glisse dans votre ADN et vous êtes contents, hein ? Allez, c'est parti. Les filles sont ravies. Maëlie, qu'est-ce que tu penses de la transgénérationnalité ? Comment t'as découvert ça ? Comme disait Sandra, il y a pas très longtemps. Donc, moi, je viens du Cameroun et je sais qu'à l'époque des maquisards, j'étais encore jeune, en période de guerre, les gens ont, été traumatisés. En fait, ils ont gardé dans leur mémoire toute cette violence, toutes ces agressions. Et je sais qu'à l'époque, les enfants, dès qu'il y avait des sirènes qui sifflaient, il fallait se cacher. Tant bien que mal, il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'on voulait se cacher dans les toilettes. Enfin, c'était horrible. Et après, on ne se rend pas compte que tous ces traumatismes, on peut les vivre avec, grandir avec, et ça modifie en fait ta façon de faire, de voir les choses. Tu te maries, tu ramènes ça dans ta famille et tu transmets ça à tes enfants. Il y a aussi la peur de ces moments-là, et ça a annihilé aussi le fait de se révolter face à une situation. C'est-à-dire que tu es devant un fait, tu sais que c'est injuste, tu n'arrives pas à te plaindre parce que tu as été traumatisé pendant cette époque. Je parle de la période de maquis au Cameroun. Mais c'est pareil aussi par rapport au viol, par rapport à l'inceste, etc. Tous ces mécanismes-là font qu'on se crée des frayeurs internes qui font qu'à un moment donné, tu ne peux pas réagir face à une situation qui pour toi est injuste, mais tu ne sais pas comment faire. Pour moi, c'est très déstabilisant. En fait, quand on se crée, c'est pas vraiment secret, mais du coup, le cerveau, il fait un arrêt sur image de l'événement traumatique, il le stocke à l'intérieur. Et ensuite, la difficulté, c'est que le cerveau ne fait encore une fois pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Face à un événement traumatique, on est en mode soit je me bats, soit je me barre, soit je suis immobile. Parce qu'en fait, je suis tétanisée. Maëlie, tu parles des marqueurs somatiques. C'est des choses qui sont des événements... Alors, on a parlé de plein de choses ultra violentes là. Le monde dans lequel on vit et qui a vécu des moments difficiles, et ça, ça fait partie de l'histoire du monde. Mais après, les marqueurs somatiques, ils peuvent être ultra simples, en fait. Je pense qu'un marqueur somatique que tout le monde a, c'est à la naissance, quand on quitte le ventre de sa mère. Et là, on se retrouve dans un environnement, hostile. Alors qu'on n'avait pas de problème de chaleur, pas de problème pour manger. Enfin, on n'avait absolument aucun problème. Là, on sort, il fait froid, on a plein de gens qui nous parlent, il y a du bruit, il y a des trucs. Hein. On est obligé de pleurer pour réclamer à manger. Enfin, et on a une dépendance émotionnelle face à son parent. Et c'est vraiment, pour moi, un des premiers marqueurs somatiques de l'humain. En tout cas, pour moi, mon premier marqueur somatique, alors je ne suis pas scientifique, mais le premier pour moi, c'est ça. Et comme tu l'as dit Valérie, eh bien, en fonction de l'environnement dans lequel on vit et on grandit, l'ADN de base qu'on avait, que nos parents nous ont donné dans notre création, elle peut se modifier. C'est important que tout le monde le sache et que tout le monde sache aussi qu'on transmet. On a une responsabilité par rapport à ça, d'être bien, d'aller bien. Ça ne veut pas dire que vous devez être heureux, ça veut dire juste que vous devez être en phase avec ce que vous voulez être et ce qu'il y a au plus profond de votre être. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, quand on ne sait pas ce que c'est, on n'est pas au courant qu'on porte quelque chose qui ne vient pas de nous. Et je pense que le plus difficile, on va dire, c'est de se détacher d'un truc qui fait partie d'un cycle et d'arriver à faire la part des choses et à se dire c'est pas ce que moi j'ai ressenti. Donc en vérité, la douleur ou le chagrin ou beaucoup de fois ça se transmet dans la communication aussi. Le fait d'avoir une communication passive-agressive ou de ne pas dire les choses, donc de retenir les choses. On se dit des fois que ça vient de nous. Et oui, il y a une part de nous parce que c'est nous qui sommes l'acteur, mais c'est aussi
plus profond que ça. Il y a des personnes avant nous, nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents, et donc faire tout le cheminement jusqu'à ça et se dire ok, c'est à moi, ok, à ce moment-là de couper le cycle, c'est pour moi, je pense, la partie la plus difficile, c'est de se dissocier d'un cycle qu'il a depuis des années, ça se trouve qu'il a depuis même des générations, Ouais. et d'arriver à couper le truc pour ne pas perdurer un cycle qui est négatif. Dans ce cas, il y a des cycles qui sont positifs parce que la La transgénérationnalité. c'est pas forcément il y a des choses qui sont positives aussi qu'on Bien garde sûr. et qui sont cool, mais les choses qui sont négatives à couper, c'est pour moi la partie la plus difficile. Déjà, s'avouer qu'elles sont là et présentes, et ensuite couper le cordon, en fait, un peu de mettre ça comme métaphore, c'est assez rude. Bah, faut pas oublier, enfin, surtout que, en fait, c'est notre condition d'humain fait qu'on va imiter ce que les gens avant nous ont fait, parce qu'on a les neurones miroirs et qui nous permettent de, bah, voilà, ah, si ma maman elle ouvre la bouche, je vais ouvrir la bouche aussi, elle mange, je vais... Donc ça veut dire que si ma maman elle a des comportements, donc des PTSD, des stress post-traumatiques, liés à un traumatisme justement, de guerre, de toutes les choses qu'on a citées avant, et que dès qu'elle entend un bruit fort, elle se met sous la table, parce que ça lui rappelle les sirènes des séismes qu'elle a vécu, je sais pas quand, je sais pas où, bah forcément, la peur du bruit fort va être entraînée également chez l'enfant parce qu'il y a les neurones miroirs et qu'on reproduit exactement. C'est la survie aussi. Donc c'est vrai que c'est difficile en fait parce que ça rappelle en fait que oui, on est maître de nos destins, on peut devenir qui on veut, mais on est aussi énormément lié aux générations qui sont venues avant nous, donc à notre lignée à une petite échelle, mais à l'histoire de l'humanité à une très grande échelle. Parce que les mécanismes même liés au cerveau reptilien ou au comportement du je me bats, je reste immobile ou je fuis. Ça, c'est parce que quand on était chasseur-cueilleur et qu'il y avait un ours, il fallait qu'on ait ces réflexes-là pour survivre. Donc en fait, on est vraiment, 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 vraiment super liés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a 3 parties de notre cerveau et que la partie reptilienne, elle est là depuis la nuit des temps. Et c'est d'ailleurs la première qui est quand on a un enfant. Parce que ça lui permet de faire caca, pipi, tout ça, tous les trucs que les enfants font. Donc en fait... c'est se remettre un petit peu, à sa place d'humain, de ok, j'ai un pouvoir infini, et en même temps, je suis quand même vachement liée avec les gens qui étaient là avant moi, quoi. Et ça, parfois, c'est pas facile. Yann, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire, et je me dis aussi que, en fait, la difficulté dans tout ça, c'est de se rendre compte. De se rendre compte que, en fait, t'es dans un schéma qui n'est pas nécessairement le tien, et quand tu t'en rends compte, de faire en sorte de le corriger. Et je crois que la plupart des gens, déjà, n'ont peut-être pas envie d'aller regarder ce qui est dérangeant dans le passé pour essayer d'avancer, et aussi... tout simplement de se poser la question, c'est, voilà, j'ai ce comportement-là, pourquoi est-ce que j'ai ce comportement-là ? Est-ce que c'était parce que maman ou papa faisait ça ? Est-ce que peut-être ça remonte à... peut-être on va parler de généalogie, là, Valérie, mais peut-être que ça remonte à mes aïeuls qui avaient ce comportement-là et qui se retraduit chez moi pour X raisons. Je parle notamment, moi, de la peur. Je crois que... tu parlais de ça, maman, tout à l'heure, le fait d'avoir peur des choses de manière générale. Vraiment, on va parler de la peur dans sa globalité, que moi, je sais que j'ai transmis une partie de ça à ma fille, liée à la peur de pas mal de choses, et comment est-ce qu'on déconstruit ça ? Mais pour se poser la question déjà de base, il faut en avoir conscience. Ouais, il faut savoir. Et c'est difficile, en fait, surtout quand on a... quand on connaît pas son histoire, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leur histoire, enfin beaucoup de gens, même nous, on en apprend au fur et à mesure à l'intérieur de notre famille, à savoir ce qui s'est passé, à avoir les vraies informations, parce que la difficulté, et c'est là où nous, la libération de la parole, elle est fondamentale, c'est pas juste un truc marketing, on sait que c'est important et ça permet de nous soigner, et de soigner du coup les enfants et les générations qui vont venir après. Parce que là, aujourd'hui, par exemple, vous, Sandra Eliane, vous avez déjà vos enfants, donc ils sont déjà là, mais par exemple, Clémence et moi, demain, si on a ou quand on aura des enfants, enfin, là, la manière dont on est aujourd'hui a déjà un impact sur les futurs enfants qu'on va avoir. Absolument. Donc, quand tu viens d'une communauté qui a vécu des choses compliquées, qui a vécu des choses, et à différents niveaux, donc soit vraiment directement lié à ton origine du pays, le Cameroun, ou à une échelle plus globale, on parle de colonisation, on parle d'esclavagisme, on parle de massacre, on parle de guerre, on parle d'humiliation, de génocide, ça explique certains comportements. Et d'ailleurs, j'avais regardé un reportage sur tout ce qui est lié au baby mama. Les baby mama, donc le fait d'avoir en gros un homme qui fait des enfants avec différentes femmes comme ça, et on les appelle, elles, les baby mama. Il n'y a pas vraiment d'engagement entre ces deux personnes-là, mais cet homme a plusieurs mères d'enfants, plutôt. Polygamie ? Non. Aucun lien non. émotionnel, c'est juste vraiment vous avez un que enfant ce soit la ensemble. mère de ton enfant. Vous avez un ensemble. Ça, donc on a pu remonter en fait les comportements liés à l'esclavage,
Le fait qu'à un moment donné, les gens étaient déplacés et que finalement, ils se retrouvaient à avoir des relations avec des personnes et finalement, il y avait pas la présence masculine. En gros, la recette pour détruire une communauté, vous détruisez les hommes d'un côté, vous détruisez les femmes d'un autre côté, et il y a certains outils que vous pouvez utiliser pour faire ça, mais d'avoir l'absence paternelle, par exemple, ce qu'on retrouve pas mal dans les communautés de la diaspora africaine. Alors, ça peut être une absence vraiment physique, genre le père n'est pas là, et il a jamais été là, ou une absence où le père est présent, mais il est pas vraiment là. Parce que lui aussi, il a vécu des choses qui étaient compliquées. Et donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut retracer qui peuvent expliquer parfois les dynamiques difficiles de relations dans vos familles. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est pour ça qu'on voulait parler de la transgénérationnalité. Est-ce que vous avez identifié, tu nous as parlé, Liane, de peur, de manière générale, mais est-ce que vous avez pu remonter certains de vos comportements, par exemple, ou de vos traits de personnalité, parce que parfois c'est ça, qui pourraient être liés à des choses qui se sont passées dans votre lignée? Moi, je dirais aussi la peur, parce que personnellement, j'ai perdu mon papa, j'étais jeune, très très jeune. Je pense qu'à ce moment-là, une certaine peur s'est installée, la peur de ne pas être protégée, la peur de ne plus avoir, la peur de ne plus être dans un environnement safe. Oui, je dirais la peur de l'inconnu, la peur de l'autre. Et ça t'empêche d'être toi-même et de t'ouvrir aux autres. Mais en parlant de transgénérationnalité, je sais que lorsque, par exemple pour des mariages, même si on dit que c'est pas étudié, que c'est pas sûr, lorsque deux familles veulent s'unir par le biais de leurs enfants, il y a pas longtemps, on allait faire des enquêtes pour savoir d'où venaient les grands-parents. Ah ouais? Oui, d'accord. D'où venaient les grands-parents, les arrière-grands-parents. On faisait vraiment tout, on remontait le maximum possible pour savoir si les parents n'étaient pas des voleurs, les parents n'étaient pas des paresseux, les parents n'étaient pas... Si la personne était un bon parti. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait le bon parti finalement. Oui. C'est... Pas forcément bon parti, non, pas forcément, je dirais l'étard. Oui, mais c'est ça en fait. Vérifier si t'as un bon parti. Alors il y a l'aspect totalement financier, genre risque machin, mais de manière générale, c'est de checker si tu vas pas mettre dans l'ADN du futur enfant des grosses casseroles. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'était pas la famille de voleurs ou le paresseux, etc. On disait il ne faut pas aller dans cette famille parce que tu sais la mère c'était une prostituée ou bien le père c'était un voleur. Oui, non, franchement. Et on faisait toutes ces enquêtes aujourd'hui qui sont aujourd'hui on ne le fait plus parce que on le fait plus. Les enfants se marient à l'autre bout de la terre, ils ne te demandent même pas ton avis. Et donc, Nobody did that, so. Sandra, Clémence, est-ce qu'il y a des éléments que vous avez pu analyser peut-être dans votre arbre généalogique et vous vous rendez compte que ça a eu un impact dans votre vie? Par exemple, là, tu as parlé de ton papa. Ça reste encore un peu, enfin pas court, mais disons que peut-être de remonter un tout petit peu plus haut. Alors c'est un sujet qui est toujours qui est compliqué parce qu'il est hyper intime. Donc je vais essayer de ne pas dévoiler la vie de toute ma famille. Mais je sais que, par exemple, les traits de caractère, on va parler des traits de caractère, j'arrive à identifier assez clairement ce qui peut provenir de l'arbre généalogique du côté de mon père, en termes d'énergie et de caractère, et du côté de ma mère. J'ai longtemps cru que j'avais hérité que du côté de mon père, en termes d'énergie, ce qui était lié à mon rapport oedipien avec mon père. Mais en fait, en grandissant, j'ai plus vu ce que ma mère m'avait transmis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on fait cette analyse-là, on réfléchit plus à ce qu'on veut garder en tant que personne. Mais avant que je fasse cette analyse, que je fais que maintenant à 40 ans, je crois que, basiquement, du côté de mon père, j'avais l'impression d'avoir la force du guerrier, vraiment. Donc, une femme très forte, qui arrive à tout faire toute seule, à monter et descendre, vraiment, qui a toujours de l'énergie, qui est toujours au top, voilà. Les côtés un peu moins sympas, c'est le surcontrôle, un peu de paranoïa quand même, les angoisses, et liées à, et je l'ai compris après en discutant avec mon père ou en discutant avec d'autres personnes du côté de sa famille, des traumatismes qui avaient été vécus véritablement sur des choses pendant la guerre du Cameroun et tout. Enfin, il y a eu des trucs extrêmement difficiles et qui ont généré en fait un certain type de traits de caractère ou même de comportement que je ressens encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que d'avoir compris un peu
parce qu'on comprend pas tout, on comprend au fur et à mesure du temps, et c'est ça qui est hyper passionnant. Mais ce week-end, par exemple, j'ai eu une émotion et j'ai su que c'était pas la mienne, en fait. Comment tu fais pour identifier ça ? Je laisse parler mon cœur aujourd'hui beaucoup plus que... Il y a toute une dimension qui s'appelle la cohérence cardiaque, où vous mettez en lien votre cœur et votre cerveau. Ça vous permet de mieux analyser, en fait, les pensées que vous pouvez avoir. Et je pense que le temps que vous prenez à vous connaître, il est important. Parce que ça, c'est très personnel ce que je suis en train de vous raconter. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a rien. Juste entendre vos voix intérieures et en creusant à l'intérieur de moi-même, je me suis rendu compte que la peur que j'avais, l'angoisse que j'avais à ce moment-là ne m'appartenait pas. Il n'y avait aucune raison valable de l'avoir à ce moment-là, en fait. Je les comprends mieux parce que je connais aussi mieux mes angoisses, mieux mon côté obscur. Je le regarde, en fait. Je le regarde, je l'affronte pas, je le regarde. Je le regarde même avec fierté aujourd'hui parce que ça m'a construit. Donc, et là, on se dit, ok, j'ai une angoisse qui monte avec un truc de paranoïa, parce que moi, c'était un truc de paranoïa fort qui n'avait aucun fondement. Et en fait, j'ai déconstruit, plus avec mon côté émotionnel et mon cœur, en disant, mais attends, cette personne ne te veut pas du mal, pour telle et telle raison, truc. Donc là, on fait un mix entre la rationalité et l'émotionnel. On analyse des faits, et le cœur vient dire, non, mais en fait, il n'y a rien. Cette émotion ne t'appartient pas. Voilà, mais vous expliquer comment ça se fait, le mécanisme et tout, je serais incapable de vous dire, c'est très 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 personnel, c'est vraiment le travail intérieur qui permet d'arriver à ça, et je pense que j'ai réussi à le faire là, mais les autres fois, j'arrive pas à le faire, et puis ce sera comme ça, en fait, et c'est ok. Ce moment de ma vie, samedi dernier, était très intense et très important. Voilà. Si, t'as quand même dit deux choses. La première, c'est que, tu te connais. Donc ça, c'est une première chose. Donc vraiment, apprendre à se connaître et à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qui on est vraiment, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien, ce qui nous fait peur, ce qui nous met mal à l'aise. En toute liberté, vraiment, et en toute intimité, soit avec soi-même. Ensuite, je pense que le fait de connaître un peu plus ton histoire et de regarder les personnes qui constituent ta famille avec du recul, sans jugement, mais dire voilà, peut-être que cette personne a des tendances comme ci, ou elle est plus comme ci, ou elle est plus comme ça, et que tu regardes un peu plus dans son histoire et tu dis non mais en fait, c'est normal, cause à effet en fait. S'il lui arrivait ça, et que ça n'a pas été traité, qu'il n'y a pas eu un accompagnement thérapeutique. Donc, c'est normal, parce que cette personne est humaine, qu'elle ait ce type de caractère-là et qu'elle ait ce type de comportement-là. Ça n'excuse pas, mais ça explique. Et donc, avec ça, plus la thérapie, je pense que ça t'aide surtout à avoir le recul. Et savoir que ça existe aussi. Savoir que la transgénérationnalité, c'est une chose, et que c'est pas lié... Nous, on parle beaucoup du Cameroun parce que nanana, mais c'est valable pour chaque humain sur cette planète. Ouais, c'est clair. Hello Guys, le podcast est sponsorisé par Upgrade Agency. C'est une agence d'événementiel qui organise des événements sur mesure, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Séminaires, formations, voyages incentives, conventions, soirées de lancement, mariages, anniversaires. N'hésitez plus, rendez-vous sur notre site internet upgrade.paris. Par exemple, les actes terroristes, alors ceux qui sont les plus connus, on va dire, beaucoup de gens se rappellent où ils étaient, en tout cas ceux qui étaient en âge de se rappeler, parce que il faut avoir un certain âge, où ils étaient le 11 septembre 2001. Ils s'en rappellent. Alors après, bien évidemment, la mémoire nous joue des tours, donc parfois... tout est déformé. Hein. La plupart des choses sont déformées, donc c'est pas vraiment la vérité. Mais on peut se projeter dans un souvenir et se dire, bah voilà, j'étais à la télé, moi je me rappelle que t'étais là, Liane, on a regardé la télé ensemble, et tu as dit, maman j'ai peur. Je me rappelle d'un truc comme ça. Voilà. Et donc, moi, je me dis, attends, ma sœur a peur. What the fuck? Il se passe vraiment un bail chelou, quoi. Je me souviens pas du tout. Moi, mais j'étais à la fac. Les premières images que j'ai vues, je venais de ressortir de mes examens et j'étais avec Bertrand, un ami à moi, à l'honneur de Vinci. Ouais, bah, en fait... après, je pense qu'on est... De toute façon, c'était en boucle sur... Oui, c'était en boucle de toute manière. Mais ce qui fait qu'il y a une empreinte vraiment du marqueur somatique dont tu parlais, il est aussi empreint et il est très très fort et il se transforme en PTSD si on se sent impuissant face à l'événement. Typiquement, il y a un chercheur qui a fait des études sur les stress post-traumatiques et qui, le lendemain du 11 septembre, est allé dans la famille d'amis qui avait un enfant dont l'école était juste au pied des tours. Donc en fait, ils ont déposé l'enfant à l'école et les avions se sont pris dans les tours. Crashé, ouais. Voilà. Et les parents ont juste fait demi-tour pour récupérer leurs enfants et ensuite ils ont fui Manhattan pour se mettre à l'abri. Et le lendemain, du coup, ce thérapeute lui a dit, écoute, dessine-moi ce que t'as vécu, quoi. Donc il a dessiné le feu, les gens qui sautent par la fenêtre, enfin le gamin a tout vu. Et il a également dessiné un trampoline. Et le thérapeute lui dit, mais qu'est-ce que c'est ? Il dit, bah ça c'est le trampoline, parce que si la prochaine fois ça se passe encore, comme ça les gens ils vont pas tomber par terre, il y aura un trampoline et ils pourront
sauter. Et en fait, le fait qu'il ait eu la possibilité donc d'agir, d'être dans l'action, de partir, de fuir avec ses parents, et le fait que les parents se soient comportés de manière, grosse guillemets, normale, a fait que lui, en fait, il a pu se libérer de ce traumatisme qui aurait pu le bloquer toute sa vie en dessinant et en disant, ben voilà, moi je veux un trampoline, en fait. Et ça l'a libéré de cette mémoire-là. Enfin, je sais pas ce qu'il est devenu, mais de ce que disait le thérapeute, ça a eu un impact sur lui et du coup, il a pu fonctionner assez normalement. Donc, en fait, la possibilité aussi d'avoir, face à une situation, par exemple, en fonction de ton état d'esprit, typiquement, on parle du Holocauste, entre les personnes qui se sentaient totalement impuissantes et d'autres qui se disaient « Ok, je suis quand même libre », comme Viktor Frankl qui a écrit la logothérapie, je crois. Et ben en fait, ça donne une personne parfois qui décède parce qu'en fait, elle se sent impuissante et dont son humanité, en fait, elle se sent impuissante, donc elle ne peut rien faire. Et une autre qui face au même type de sévices. Mais c'est comme ça qu'il a survécu, lui. Survécu et même thrive. Donc en fait, en sort plus grand et quel que soit l'endroit où je suis libre. Ouais, Nelson Mandela aussi. Comme Nelson Mandela. Mais... Voilà, là, t'as parlé de paranoïa, Sandra, et c'est vrai que la paranoïa et la peur du manque aussi, moi, c'est un truc... Le fait de me dire que je vais pas avoir assez, alors que y a pas vraiment de raison. Donc, je me doute qu'il y a un impact, à un moment donné, de ça. Bien de sûr. Ne pas avoir assez, en fait. Bien sûr. De ne pas avoir assez. Et, La peur du manque. Ouais, la peur du manque. La peur du manque. Par exemple, il y a une chose qu'on voit pas mal aussi dans nos familles africaines, peut-être que d'autres familles, d'autres cultures se retrouveront. Mais par exemple, les parents, vous avez tendance à accumuler une quantité des choses qui servent à rien. de choses. C'est accurate, la boîte de biscuits qui sert. Tu penses qu'il y a des gâteaux et en fait, c'est genre des trucs à l'intérieur. Non, mais là, C'est au-delà des de ça, choses c'est les qui garages pleins. Il y a plein de familles, des garages pleins de Ouais. choses Ça. qu'on garde, qu'on dit, on va envoyer ça au pays. Mais je pense qu'au-delà de ça, Valérie, il y a un amour pour le retour chez soi. Je crois que véritablement, parce qu'on se fout de leur gueule en disant ouais bah tu vas ramener au pays, mais en fait je crois véritablement que nos parents, beaucoup de nos parents sont venus, ils sont nés en Afrique, enfin toi t'es né au Cameroun, tu vois, t'as grandi là-bas, et c'est valable pour tous les parents qui ont quitté leur terre quand t'étais petit et que tu jouais dans les jardins, les trucs, les machins, ou que tu jouais avec tes amis du quartier ou quoi, en fait c'est quand même des souvenirs d'enfance qui sont incroyables, et que, enfin, l'endroit où t'as vécu, nous on a grandi dans des endroits, on est très attachés à ces endroits-là, donc je peux comprendre que derrière ce message de matérialisme, d'accumulation de la matière, qui peut être interprété aussi d'une autre manière, mais il y a une envie de rentrer chez soi. Moi, c'était même pas par rapport à l'accumulation du matérialisme, c'était vraiment genre me poser la question de qu'est-ce que ça voulait dire le fait de ne pas vouloir jeter des choses. Mais parce que on se dit à un moment donné, peut-être que le déracinement fait que j'ai besoin de remplir ma maison de choses, finalement. Qui, d'un regard extérieur, parce qu'on n'a pas vécu le déracinement, donc on est en mode, mais pourquoi garder tout ça ? Finalement, moi je finis par aussi garder plein de trucs qui me servent à rien. Enfin, tu vois, je suis en mode, mais pourquoi t'as... Genre, moi je jette. Pourquoi t'as... Ça sert à rien. Ouais, Je me dis, au cas où, tu vois. Je me dis, au cas où, peut-être ça pourrait me servir, en fait. Ouais. Je jette. Ouais, ça c'est... La peur de les se sacs séparer de du poubelle passé, à peut-être, Jean-Denis. Valérie. La peur de se séparer de quelque chose qui a éventuellement compté pour toi et qui effectivement... Moi, je pense que c'est c'est lié au déracinement. Moi je pense que c'est pas que africain. Enfin, franchement, il y a plein de... Oui, bien sûr. C'est lié au déracinement. Ouais, il y a ça, en fait, vraiment, je suis même pas sûre qu'on puisse expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que ça peut être la peur de manquer, ça peut être le vide, le manque d'amour, le fait de se remplir par les objets, le fait d'avoir un trou émotionnel. Je crois que la matière, quelle qu'elle soit, vient remplir quelque chose, et après c'est propre à l'histoire de chacun. Mais l'objet, parce qu'il a été inventé aussi pour ça à un moment donné. Pourquoi on a 4 tables et pourquoi on n'en a pas qu'une ? Pourquoi on a plein de vêtements alors que ça sert à rien ? Depuis que je suis en confinement, honnêtement, j'ai plein de fringues dans mon placard. Oui, je sais, j'ai plein de fringues dans mon placard. Je ne le disais pas, mais je le dis maintenant. Et franchement, je porte, 10 tenues, quoi. Ça fait 2 mois et demi. Et je suis pas en train de me dire, oh là là, j'ai l'impression de porter tout le temps la même chose. C'est juste que je me rends compte que ça sert à rien. Mais pour moi, c'est là où on se débarrasse d'un héritage. Quand je jette des choses, moi, c'est pas parce que je jette pour jeter en mode truc, c'est que je me suis rendu compte que j'avais plein de choses qui ne servaient à rien. C'était inutile. On garde des trucs, c'est là, moitié abîmé, moitié cassé, moitié machin. On dit non, on va garder. Dès que tu commences à te dire on va garder, mais où, quoi, Oui, je jette. effectivement. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Il y a un styliste qui disait, enfin, une styliste qui t'aide à organiser ton dressing. Marie Kondo. Merci Valérie, Marie Kondo. Qui disait qu'à partir du moment où tu as un vêtement que tu n'as pas porté pendant 6 mois, voire 1 an, vraiment, ça veut dire que tu n'as pas besoin. Franchement, même Tu n'as moins. pas besoin de ces vêtements-là. Donc, tu n'as pas besoin.
pour venir à l'accumulation des choses, je pense que j'ai un regard un peu plus, comment dire, terre à terre de l'accumulation des choses. Avant, c'est vrai que on accumulait tout, les boîtes, il ne faut pas jeter, ça va aller au pays, etc. Sauf que ça ne va jamais au pays. Et je ne peux pas lien, en fait. Pourquoi est-ce que... Parce que toi, vraiment, le nombre de fois où j'ai voulu jeter les choses, mon frère, tu m'as dit non, ne jette pas, on va envoyer au pays. Mais en fait, c'est pour garder un lien, c'est le give back. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça, un aspect, voilà, je vais envoyer au pays, je vois déjà à qui je vais donner des trucs, ouais, il sera heureux, est-ce que je jette ça, ça peut habiller deux, trois familles. Je pense qu'il y a cet aspect, élan de solidarité à la fois, et puis nostalgie, oui, nostalgie de dire que ouais, peut-être que parce qu'à la base quand nous venions en France, c'était pas pour rester en France, c'était pour. Mais c'est marrant, je pense que tous les gens de votre génération, et même les gens qui arrivent encore aujourd'hui, ils pensent qu'ils vont pas rester, et en fait au bout d'un moment, je sais pas ce qui se passe. Mais ils restent en fait. Tu fais des enfants, tu t'installes, puis tu dis bon finalement. Et puis il y a des gens qui partent aussi, mais j'ai l'impression, enfin, de votre génération, beaucoup de gens sont partis en mode ok, j'ai mon retour, mais le retour est voilà. Ouais. Et en fait tu meurs ici. Tu meurs ici. Ouais. Et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose. Quand le désir était de repartir, c'est un peu. C'est juste que le truc t'a aspiré quoi. Oui, on parle aussi de ça nous aspire puisque aujourd'hui il y a des parents qui décèdent ici. Pendant le Covid, là, il y a plein de monde qu'on a enterré ici. Hein. Ouais. Incinéré, on a enterré les gens. Oui, incinéré. Ce retour, voilà, franchement, pour moi, je ne sais pas si c'est... Est-ce que ça vaut la peine d'insister pour que, voilà, si un jour je décède, qu'on m'amène au pays, qu'on fasse tout ce... Ah, c'est une bonne question, vous dites quoi, vous Est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il faut respecter la volonté de la personne. Donc il faut que la personne exprime sa volonté. Oui, d'ailleurs, on fera peut-être un podcast là-dessus. Alors, qui veut mourir comment, les meufs? Moi, je veux mourir, moi, je veux qu'on m'enterre en Afrique. La question, c'est où? Je ne sais pas encore où. Mais je pense que je vais en discuter avec une certaine personne. Mais mon cœur et mon esprit est déjà en Afrique. Et mon corps physique, il peut pas être là-bas parce qu'il est ici et parce que, voilà, c'est aussi un choix. Mais en tout cas, je veux que mon corps physique finisse en cendre dans la terre, en fait. Et que cette cendre-là, le compost qu'on fait, on dit voilà, c'est ça en fait, tu deviens compost pour redonner la vie. Voilà, et j'ai envie de donner ça en Afrique. Il y a du coup une branche de la psychologie qui s'appelle la psychogénéalogie. Donc en fait, on prend votre arbre généalogique et on travaille sur cet arbre pour voir si, par exemple, il y a des choses que vous vivez que vous n'arrivez pas à expliquer, qui sont liées à ça. Typiquement, parfois, il y a des gens qui ont des dépressions cycliques, tous les 3 ans, dépression. Ils savent pas pourquoi. Ils savent pas pourquoi. Il y a un événement qui s'est traumatisé. Il y a un truc qui s'est passé, ils savent pas pourquoi. Et ensuite, hop, ils regardent dans leur arbre généalogique et ils se rendent compte que, à 3 ans, leur mère, le père de leur mère est décédé, puis à 6 ans, il lui arrive ci, puis à 9 ans, il lui arrive ci, et en fait, tous les 3 ans, eux, ils se tapent la dépression de leur mère, qui en plus est décédée. Donc il y a plein de choses comme ça, qui sont en fait terribles parfois, parce qu'elles sont en plus enfouies lorsqu'il n'y a pas de libération de la parole. C'est ça, absolument. Parce qu'on se rend compte que quand on pose des questions sur la famille, les gens, en fait, c'est hyper intrusif, alors que c'est ta propre famille. Genre, c'est pas comme si tu disais « Alors, monsieur Dupont, comment ça, tu vois ?» Mais les secrets de famille, Valérie, tu sais toujours que c'est très compliqué à libérer. Et c'est Clémence qui parlait de couper le cycle. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu t'es aperçu de ça, et que tu as conscience que tu peux y faire quelque chose, et donc aller par la thérapie, par différents moyens, couper justement la généalogie dont tu parlais, la psychogénéalogie, franchement faites-le, parce que ça va aider vos futurs enfants, vos arrière-petits-enfants et ceux qui vont venir après. Et pas que, en fait, et ça te libère toi, évidemment. Toi aussi. et même les personnes avant. Bien sûr. C'est même les premières personnes qui sont concernées. Ascendant sur les côtés. Ascendant et... C'est sur tous les côtés, en fait. Oui, la difficulté, c'est de se rendre compte de ces phénomènes et d'en faire quelque chose. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Est-ce que... parce que souvent, quand tu en parles, souvent, là, tu peux en parler à ta famille, te prend pour une... Fou. Une de machin. Toi, tu vas me troller. Oui, tu cherches quoi, là? Non. Et on ne se rend pas compte que ça peut libérer pas mal de monde autour de nous et faire du bien, vraiment. Prenons ça, prenons cette connaissance. C'est pour ça que ce podcast vraiment me tient à cœur. Prenons ça, transformons. Qu'est-ce qu'on fait
À partir du moment où tu sais que ton grand-père ou ta grand-mère avait des problèmes, etc., et que ça vient descendre sur toi, et que tu as transmis ça à ses enfants, qui risquent de transmettre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne dois pas couper, me soigner pour que les gens se sentent bien? Vraiment, la difficulté, c'est celle-là. Non, c'est clair. Ce qui était intéressant dans le travail de cette dame, qui est à l'origine de la psychogénéalogie en tout cas, elle disait que voilà, on parle de viol, vol, enfant né hors mariage, inceste, violence, meurtre. Enfin, tu vois, c'est des choses quand même qui sont hyper deep. Comment est-ce que tu fais pour savoir que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère ont tout avorté, et donc toi, à un moment, tu te retrouves face à ce choix-là, et tu te rends compte, et en fait, tu fais ton truc toute seule, t'avortes ou t'avortes pas, mais en fait, tu te rends compte que c'est quelque chose qui a toujours existé dans ta lignée. Comment tu fais pour le savoir si toi-même, au moment où tu vis ce truc-là, tu n'en parles pas? Comment tu vas faire pour libérer ton enfant ou tes sœurs? Ça, c'est la même chose avec l'inceste, c'est la même chose avec les viols, c'est la même chose avec des vols ou des morts subites, par exemple, des personnes qui meurent toutes de la même manière, à peu près au même âge. Et donc, la personne qui arrive vers cet âge-là, à un moment donné, elle commence à paniquer. Pendant sa 33e année, elle est en panique. Elle est en panique. Donc, comment on fait pour donc ça? voilà, donc qu'est-ce que vous avez fait, vous, particulièrement? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appliquées pour prévenir? Parce que je pense qu'on peut pas tout contrôler, mais pour prévenir au moins une partie. Je crois qu'on le comprend d'autant plus, enfin quand on est sensibilisé à tout ce que tu es en train de dire, Valérie, on l'appréhende d'autant plus quand on voit ces enfants être, qu'on les observe vraiment avec toute la... Et en même temps, beaucoup d'amour, et en même temps, un mélange entre l'amour et la raison. Et en tenant compte de tous ces paramètres, et on voit des choses qui sont parfois étranges. Il y a effectivement la reproduction de nos comportements. Voilà, il reproduit tel truc parce qu'il a vu que je le faisais bien. Il est poli parce qu'il a vu que sa mère ou son père était poli, blablabla. Et puis après, il y a les angoisses, quoi. Et moi, je vois que mon fils et une de mes filles, j'ai vu l'énergie de l'angoisse arriver sur eux, et eux, tous les deux en même temps, ma troisième fille, elle a géré, mais tous les deux en même temps sont tombés dans une forme d'angoisse, et en fait, je le sens. Et je me dis, attends, là, ça vient d'où, quoi? Parce que moi, je vais, a priori, bien, donc je m'interroge quand même, je vais pianoter dans mon ordinateur interne pour voir, ok, quel est le problème. Je me rends compte qu'a priori, ça peut ne pas être moi, et donc je peux aller sur l'énergie un peu paternelle, donc leur père, pour essayer de comprendre. Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il est angoissé? Est-ce que truc? Et en fait, c'est nos deux énergies, rien qu'à nous deux, en fait, ont un impact sur la santé mentale, la santé émotionnelle de nos enfants. Et durant cette journée, et j'en ai eu d'autres comme ça, mais durant cette journée, du coup, j'ai dû utiliser des outils pour remonter l'émotionnel de mon fils, tout particulièrement, qui était pas bien, qui était vraiment down, en mode mini-dépression des enfants. On n'en parle jamais de ça, mais les enfants ont des événements de dépression régulièrement. Et ils sont liés au fait que moi-même, j'ai eu des événements de dépression. Donc voilà, ils ont grandi avec... pas une mère dépressive, c'est pas le terme, mais je sais ce que c'est que la dépression. J'ai été dedans, en fait, sans me rendre compte que c'était d'ailleurs de la dépression. C'est après, en sortant, que je me suis rendu compte que c'était ça. Donc je pense qu'ils sont quand même familiers avec ce sentiment-là. Et du coup, de me dire, comment je fais? Donc, sortir la boîte à outils, un peu inspecteur gadget, et dire, voilà, allez hop, tu vas prendre une douche froide, tu vas faire la respiration de Wim Hof, tu vas faire un peu de méditation, tu vas avoir on va se mettre sur la pensée positive, donc on va se mettre à avoir des pensées et des mots positifs très forts pour enlever, en fait, cette énergie, en fait, de la dépression. Et ensuite, une fois que c'est parti, leur expliquer ce qui s'est passé. Je suis en train d'apprendre, parce que c'est très récent, et j'ai pas de solution miracle. Je crois que c'est, encore une fois, les intuitions et le rapport qu'on a avec soi-même, puis ensuite la connexion qu'on a avec ses enfants. Mais je crois fondamentalement que écoutez-vous, entendez-vous, prenez des temps pour vous, de calme, de silence, sans téléphone, sans rien, en fait, parce qu'on est tout le temps connecté. Ouais. Et vous prenez ce temps. Je sais que c'est désagréable parce que on a peur, en fait, de prendre ce temps-là. On s'entend et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais faites-le, parce que les enfants que vous ferez demain, ou que vous avez aujourd'hui, même si vous n'avez pas commencé à le faire, commencez à le faire aujourd'hui, ça va libérer des choses. Vous allez observer vos enfants différemment. Vous allez voir, en fait, que parfois, là où vous les engueulez, vous auriez pas dû. Vous auriez juste dû écouter ils avaient peur, en fait. Exactement. Et là, moi, je leur ai expliqué des trucs, des traumatismes de leur père, mes traumatismes à moi, les traumatismes de leur grand-père, l'histoire qu'ils ont vécue. Voilà, leur grand-père maternel, arrière-grand-père maternel, était premier commissaire du Cameroun, noir. Et qu'en fait, ça, quand on connaît l'histoire du Cameroun, ça a eu
Ouais. C'est hyper chaud en fait. Ouais, c'est chaud. Et que j'ai pas encore tous les mots qui ont été posés sur ce qui s'est passé par rapport à... Tu parlais de ton papa tout à l'heure que tu as perdu à 6 ans. J'aimerais à un moment donné qu'on m'explique vraiment ce qui s'est passé parce que je sais que ça a un impact sur ce qu'on est aujourd'hui aussi. J'ai parlé tout à l'heure du père et de ce qu'il m'a envoyé. Je parle de l'énergie de la mère parce qu'il y a des réponses sur plein de choses et que les traumatismes qu'il y a aujourd'hui dans mes enfants ou dans mon cœur remontent souvent de mes aïeux. Et j'aimerais pouvoir juste, je vais pas tout comprendre, mais juste pouvoir sentir en fait. Voilà, l'énergie des aïeux et des ancêtres pour qu'ils m'enseignent en fait. Et que ne plus avoir peur. Oui, et à partir du moment où on met le doigt sur ces traumatismes, on peut, avec toutes les thérapies qui existent aujourd'hui, pouvoir se soigner. Et je pense qu'il n'y a même pas d'âge. Parce que moi, je commence aussi à comprendre un certain nombre de choses et me dire, je ne suis pas responsable de tous ces mots et que c'est pas ma responsabilité, donc j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'être bien, j'ai le droit d'être machin. Et quand la violence a été vécue depuis la plus tendre enfance, Bien sûr. de ton conjoint ou de ta conjointe, tu rentres dans un cycle de violence, tu comprends pas, à partir du moment où tu as compris ça, l'arbre généalogique permettra aussi d'aller chercher des informations, Bien sûr. de faire des recoupements pour comprendre et ne pas culpabiliser les gens et simplement comprendre et accepter, tu vois, que j'ai ma part de responsabilité, mais comment je fais pour que mes enfants aujourd'hui se sentent bien. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ces podcasts, c'est aussi pour me libérer et pour vous libérer. C'est pas que je lance la pierre à Paul ou à Pierre, non, c'est pas ça, c'est comprendre ce mécanisme-là et dire que voilà, mon père, peut-être il a fait des choses qui n'étaient pas bien, ma mère, peut-être machin, etc. Mais comment je fais pour pas que ça remonte auprès de mes enfants et de mes petits-enfants? Parce que je sais que là, ils ont la connaissance et ils peuvent mieux vivre que moi, tu vois. C'est ça le problème. Bah, en fait, c'est vraiment l'idée d'avoir un regard objectif, je sais pas, mais neutre. On n'est pas en train de juger les caractères des Non, pas personnes. du tout. Par contre, ces informations sont hyper importantes pour peut-être enrayer certains cycles vicieux qui courent de génération en génération et qui font du bien à personne, en fait. Et je pense qu'il y a une partie du sort de certaines populations immigrées qui est liée à cette histoire non traitée, non processée. On parlait de pardon dans l'épisode précédent. L'idée, par exemple, d'avoir des personnes qui s'excusent face à des actes qui ont été posés, ça permet aussi de reconnaître que ces actes ont été posés et donc du coup de guérir. Et c'est ça qui est hyper important dans le pardon. Donc il y a vraiment du travail et ce que tu disais Sandra sur le fait, on n'est pas forcément à la recherche de l'exactitude des faits, mais par contre, si vous souhaitez faire un travail lié à votre arbre généalogique, vous pouvez déjà commencer par faire votre arbre généalogique, c'est assez simple, commencez par vos parents, puis vous remontez et vous récupérez un maximum d'informations. N'oubliez pas que la mémoire humaine joue des tours, donc ça sera jamais la vérité totale, ça sera jamais la vérité. Par contre, si vous avez ces informations-là et que vous avez en plus la chance d'avoir des informations liées à l'histoire de l'endroit où votre famille a évolué, vous pouvez recouper. Et parfois, on va vous dire « Ah oui, il y a eu ça qui s'est passé, ah oui, telle personne y était. » Et si vous avez quelques informations psychologiques, vous savez, si par exemple, quelqu'un doit courir pour sa vie parce qu'il y a des bonbons napalm qui sont balancés sur son quartier, a priori, il a eu une forme de traumatisme parce qu'il a peur pour sa vie, il a dû voir des choses difficiles. Bon, ça donne des PTSD, donc ça, de manière générale, voilà le type de comportement que ça peut donner. Et vous recoupez avec la personnalité ou des choses qu'on dit vraiment dans la libération de la parole. Donc pas juste le beau du beau, mais dire voilà, c'est vrai que X il était un peu comme ci, il était un peu colérique, il était un peu comme ça, et ça vous permet d'avoir des informations. Et plus vous allez faire ce travail-là, et plus vous allez parfois toucher des choses qui vous touchent vous, et vous allez dire attends mais en fait moi ça me fait vraiment penser à moi en fait. Je suis aussi comme ça. C'est le travail d'une vie. Mais plus tôt tu peux le commencer en fait, mieux c'est. Ouais. Mieux Et puis, c'est toujours pareil, c'est ne plus... Je crois qu'il faut casser le cycle de... On ne parle... Donc là, on libère la parole, on a une chance incroyable entre nous, là, de tous les retours que vous avez eus, vous, de votre côté, personnellement, de vos amis et tout, qui vous disaient, mais peut-être comment vous faites pour parler avec votre mère comme ça? Mais je vous dis sincèrement, à tous, c'est incroyable ce que ça a pu libérer comme énergie, c'est clair. que notre mère se libère, qu'elle nous parle. Elle nous a pas encore tout dit, mais c'est en petite cours. cachetière. mais je t'invite, Élise, à libérer tout ce que tu as à libérer parce que des petites informations que tu peux considérer soit comme inutiles, soit des informations importantes mais dont tu as honte, ont un impact sur nous. Et moi, je dis aujourd'hui, Karl, qui est plus en âge de comprendre, je réexpliquerai aux filles un peu plus tard, mais il sait exactement ce qu'a vécu son grand-père paternel.
il sait exactement ce qu'a vécu son arrière-grand-père quand il... quand il dit premier commissaire noir, il dit « Ah oui, c'était pendant la guerre du Cameroun, ah oui, la colonisation, ah oui, donc la guerre, truc... » Bon, après, il a allé regarder, mais du coup, ça l'attrape, en fait, à l'intérieur de lui, et il a conscience quand même de là où il est et de son héritage, donc... il sera beaucoup plus libéré que moi et mes filles aussi, ça c'est clair. Donc continuons ce travail-là et continuons à libérer la parole. Oui. Nos familles ont trop honte Ouais. de parler. Mais c'est toutes les familles. Hein. Ça peut être un truc bidon, simple. Voilà, là j'étais avec un gars, on est resté longtemps ensemble, mais en fait je me suis mariée par force, quoi. Enfin, genre, voilà. Et donc tu restes 20 ans avec quelqu'un que tu peux pas encadrer. Enfin, c'est chaud. Et tu te rends compte que finalement, en fait, tous les mariages qui étaient avant toi, c'était des c'était mariages pareil. arrangés. Et Et c'était genre, pareil. vraiment, c'était difficile. Et donc, toi, de manière inconsciente, tu vas juste perpétuer ça en disant, bon, après tout, mais tu es en train de reproduire un schéma. Ok, écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce podcast. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire, les filles ? Il faut l'envoyer à plein de gens que vous connaissez et qui pourraient moins être une intéressés. Au moins une personne. Au moins Voilà. une personne. Au moins une personne, vous l'envoyez. Ça fait grandir la communauté de manière organique. Et c'est important aussi, ça nous fait chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à commenter également, à partager sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram, c'est Les Jooms. les Jooms. Et on a également le site de Upgrade Podcast qui est... upgradepodcast.paris. Merci, Upgrade Podcast par Paris. Donc tous les podcasts sont sur place là-bas. Et chaque jour, on a un podcast pour vous. Le lundi, on a le podcast de Liliane sur le développement personnel. Le mardi, les Jooms, une conversation intergénérationnelle. Le mercredi, le podcast de Sandra sur l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Le jeudi, le podcast de Clémence sur le monde musical. Le vendredi, mon podcast sur la spiritualité et la magie. Et le samedi, E égale MC2 avec Maëlie et son acolyte MC. Dans ce podcast, on explore la vie après 60 ans. Donc, vous avez de quoi vous nourrir, vous divertir ou trouver des réponses à vos questions, à vos problématiques. En tout cas, on pense très très fort à vous. Merci infiniment pour votre écoute encore. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être courageux et pas parfait. On vous dit à la semaine prochaine. Et c'était le Jooms Podcast. Bye.